Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Une rentrée au rythme des Jeux paralympiques, une belle mise en lumière, mais profite-t-elle pleinement à l'inclusion? On en parle dans la première partie de cette émission. En e-sport, toujours dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur l'histoire de ces Jeux paralympiques et l'importance de leur développement. Dans sa chronique, Emma Ferré revient sur le phénomène Jamais plus, désormais en salle. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité éducation du jour avec Emma. Bonjour Emma. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Michel Barnier, jour 1. La passation a eu lieu hier sur le perron de Matignon avec Gabriel Attal et la sphère politique s'organise déjà. Monsieur Barnier continuait à faire de l'école une priorité absolue. Voilà ce que Gabriel Attal a demandé à son successeur lors de la passation de pouvoir hier. La prérogative de l'ancien ministre de l'Éducation et locataire de Matignon sera-t-elle celle du nouveau Premier ministre? Réponse dans les prochains jours et notamment lors de son discours de politique générale très attendu mais dont la date n'est pas encore connue. En attendant, la riposte du nouveau Front populaire s'organise. Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste, était interrogé sur France Info quant à cette nouvelle nomination. Vous savez, quand un Premier ministre dit il faut défendre l'accès aux services publics, à l'école, à la sécurité, à la santé, on sait tous que ça va nécessiter des moyens financiers conséquents pour réparer tout ce qui ne va pas de ce côté-là. Et que de l'autre, et que tout de suite après il vous dit, mais je vais vous dire la vérité, on va devoir parler de la dette financière. En deux mots, il a dit tout de suite qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver parce que la question de la dette va continuer d'être agitée comme un grelot devant les Français pour qu'il n'y ait pas les investissements et qu'au contraire, on nous demande de toujours nous serrer la ceinture. Je dis simplement que moi, je n'ai aucune illusion sur la politique que va mettre en œuvre Michel Barnier. Ça fait 51 ans qu'il fait de la politique. Commissaire européen, il a commencé sous Georges Pompidou, commissaire européen, ministre sous Nicolas Sarkozy, sous François Fillon. C'est un ultralibéral, un défenseur de l'Union européenne ultralibérale. Il a notamment défendu le oui à la Constitution européenne en 2005. Et donc, je n'ai aucune illusion. Un NFP déjà fissuré, c'est la question qu'on pourrait se poser. Diana Badiop, porte-parole du PS, était elle aussi appelée à réagir, notamment concernant la participation du Parti socialiste à la manifestation prévue demain. La question, le débat doit se faire à l'Assemblée. Et donc nous sommes des parlementaires, nous irons discuter à l'Assemblée, nous déciderons effectivement d'une censure, parce que moi j'ai très peu de doutes sur les mesures très à droite qui vont être mises en avant et sur le discours qui va être fait. J'espère être surprise. LFI a d'ores et déjà annoncé une motion de censure à l'encontre du nouveau Premier ministre et il est notamment accusé d'être le candidat adoubé par le Rassemblement national. On quitte le sujet politique, mais toujours sur le sujet des moyens financiers. En France, pas assez de bras pour s'occuper des petits dans les crèches. La cooptation pour faire fonctionner la garde des petits. Il faudrait 10 000 personnes de plus, d'après la caisse d'allocation familiale. Des crèches comme celle du groupe Babylou innovent et demandent à des particuliers de parrainer des candidats pour trouver du personnel moyennant une prime. Rémi Brancato de France Inter était dans une crèche parisienne. Il a rencontré cette infirmière recommandée par la directrice de la crèche. On a déjà travaillé ensemble sur une autre crèche. On connaissait chacune les valeurs professionnelles de l'autre. Elle en avait parlé à la RH en promouvant mes qualités de travail. Entre 300 et 1000 euros de primes selon le profil recruté. La cooptation entre auxiliaires de puériculture ou infirmières, les crèches y voient l'avenir du recrutement. La cooptation est aussi un remède contre le turnover. C'est aujourd'hui notre premier levier de recrutement en crèche. Les crèches privées qui sont sur le qui-vive depuis l'annonce de l'enquête du journaliste Victor Castanet à paraître. Victor Castanet, c'était celui qui avait fait tomber le groupe d'EHPAD Orpea. Les différents groupes de crèches privées auraient d'ores et déjà fait appel à des avocats, affaire à suivre ici. Côté consommation, adieu la pâte à tartiner classique et place au Nutella vegan. Oui, la marque star des enfants se refait une petite beauté. Vous reprendrez bien un peu de Nutella plant-based sur vos tartines. C'est l'alternative du groupe Ferrero depuis quelques jours en France, en Belgique et en Italie. Adieu le lactose dans la pâte à tartiner préférée des jeunes, notamment sous la pression de la demande des millennials aux États-Unis. Alors c'est une version plus verte, mais qui masque mal son greenwashing parce que le Nutella ne se sépare pas de sa traditionnelle huile de palme, qui est mise en cause évidemment pour la déforestation. Une façon de se refaire une beauté qui séduira peut-être, mais un temps seulement.
Alors, direction les Paralympiques pour ces derniers jours de compétition, avec le programme Ma classe aux Jeux, mis en place par le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, a permis à près de 20 000 élèves d'assister à ces épreuves. Chaque établissement scolaire a dû présenter son projet pédagogique engagé autour du sport et des jeux pour pouvoir concourir. Et pour les heureux élus de province, le train était même offert. Alors on a suivi pour School TV les 28 élèves du collège François Villon à Yzeure, dans l'académie de Clermont-Ferrand. C'est un reportage de Béatrice Roncé-Cassard. C'est la plus grande sortie scolaire jamais organisée en France. Grâce au dispositif Ma classe aux Jeux, 41 000 élèves, toutes provinces confondues, ont pris le train cette semaine en direction des sites emblématiques des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Fraîchement arrivés à Paris depuis la gare de Moulins, les élèves de ce collège embarquent sur un bateau-bus, un moyen idéal de reconnecter avec les émotions ressenties lors de la cérémonie d'ouverture. Il y a des grands athlètes qui sont passés juste avant nous et du coup je me dis que c'est fou qu'on arrive à être à l'endroit où ils sont passés juste avant. C'est trop bien. Ils ont un niveau incroyable et je suis super fière de nos athlètes français. Et des graines d'athlètes, il y en a parmi ces collégiens. Déjà champion interdépartemental de judo, Maxence ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Mon rêve quand je serai plus grand, ce sera de gagner les Jeux Olympiques en judo. Tous passionnés de sport, ces collégiens attendent bien sûr avec impatience d'assister à une compétition. Mais avant cela, une escale s'impose pour découvrir un symbole phare de ces Jeux. Je trouve ça très beau parce qu'il y a des reflets. C'est très impressionnant de la voir en vrai. Parce qu'elle est belle, grosse. Dernière destination de la journée, le stade mythique de Roland-Garros pour assister à plusieurs matchs paralympiques. Cette année, les collégiens ont appris les règles du parasport et c'est en spectateurs avertis qu'ils sont venus encourager plusieurs équipes de tennis fauteuil. Je me suis dit respect parce que d'accord il y a de rebonds mais se déplacer à cette vitesse en fauteuil, ça m'a scotché. Il y avait une ambiance folle, il y a eu des beaux points, c'était extraordinaire. Si la transmission des valeurs du sport est palpable chez ces jeunes, c'est aussi parce qu'ils ont la chance d'être scolarisés au sein d'un collège qui propose un large éventail d'activités physiques. On a plusieurs sections sportives, donc reconnues classe judo, classe tennis. On a 2 ateliers, foot et hand, et on a une association sportive qui marche vraiment du tonnerre avec 200 licenciés. Grâce à ce type d'initiative de billetterie populaire, l'État espère encourager l'augmentation de l'activité sportive chez les jeunes. À l'école, la recommandation en vigueur est actuellement de 30 minutes par jour. Les Jeux paralympiques, c'est le sujet de votre débat dans quelques instants. Et oui, on va parler inclusion, sport et inclusion aussi aujourd'hui. Ils sont 490 000 élèves en situation de handicap à avoir repris le chemin de l'école cette semaine. Et pourtant, nombre d'entre eux souffrent encore d'une scolarisation inadaptée. Inclusion scolaire, mais aussi inclusion sportive, puisque c'est le thème de cette année olympique. Alors les Jeux olympiques et paralympiques peuvent-ils aider à l'inclusion? C'est l'objet du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Florence Perret, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'ADAPI 27 et membre du comité d'administration de l'UNAPI. Vous êtes également parent d'enfants en situation de handicap. 2 enfants, c'est ça? Oui, 2 fils. 2 fils. Merci beaucoup d'être avec nous. Coralie Bénèche, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-secrétaire général du SNEP FSU. On va parler bien sûr d'inclusion aujourd'hui, de sport aussi à l'occasion de ces Jeux paralympiques. Faire découvrir le sport paralympique, c'est vrai que pour beaucoup ça a été une découverte, bien que ça existe depuis un moment maintenant, depuis je crois 1948 et même avant d'ailleurs, il y a eu d'autres Jeux qui ont été faits. Une mission essentielle bien sûr. Est-ce que déjà pour vous c'est une mission qui est réussie? Florence Perret. Alors, les Jeux Olympiques, moi, je trouve que c'était formidable. C'était au-delà des espoirs. Ça a suscité l'engouement et ça a mis tous les projecteurs sur la France, sur le sport et sur le sport adapté, sur les sports para. Alors, ça a déclenché, je pense, une visibilité, en fait, de tous les athlètes. Parce que pour moi, voilà, quand on parle de para, moi, je parle plutôt d'athlètes. C'est des athlètes qui sont un peu différents, mais je pense que ce sont vraiment des très grands sportifs. Donc, il y a eu un réel engouement. Après, si vous voulez, on pourra parler un peu que tous les sports, voilà, toutes les personnes ne sont pas représentées aussi dans ces Jeux. Je pense qu'il y a eu, en tout cas cet été, comme vient de le dire Mme Florence, il y a eu un engouement pour les Jeux Olympiques et c'est vrai que le fait que les Paralympiques se déroulent
après des Jeux Olympiques réussis, ça aide à la visibilité. Et en tout cas, il y a pas mal d'élèves qui ont eu la chance sur la région parisienne de pouvoir aller découvrir les Jeux paralympiques. Alors après, maintenant, il faut que ça soit suivi, en tout cas d'un certain nombre de mesures, parce que sinon, cet effet n'aura servi à rien. Il y a eu un dispositif qui a été mis en place, Ma Place aux Jeux, où effectivement on a vu les écoles pouvoir assister aux épreuves. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des retours à la fois du personnel enseignant, mais aussi des enfants? Alors, oui, j'ai eu la chance de voir un certain nombre d'élèves et d'enseignants qui ont pu assister à ces Jeux paralympiques. Pour eux, c'est une vraie découverte. Et en tout cas, chez les élèves, je pense qu'il faut prendre le temps aussi d'en discuter, de discuter d'un certain nombre de choses, parce que justement, la question du handicap, elle n'est pas forcément naturelle pour tout le monde. Et je crois qu'il y a tout un travail encore à effectuer. Donc ça, c'est ce qui va se passer par la suite. Et oui, bien sûr, on imagine que effectivement ces jeux, tous ces moments, ces grands événements permettent ça, permettent la discussion effectivement à la fois dans les familles, la discussion autour de soi pour pouvoir comprendre ce qu'est réellement le handicap, pour pouvoir vivre avec. On parle beaucoup d'inclusion. C'est un mot qui est un peu galvaudé parce que on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas si finalement c'est bien. D'autres pensent que c'est pas forcément toujours bien, qu'il faut le penser autrement. Certains disent d'ailleurs, mais si on veut l'inclusion totale, pourquoi dans ces cas-là avoir fait 2 jeux distincts? C'est-à-dire Jeux olympiques et Jeux paralympiques. J'aimerais juste une réaction par rapport à ça. Je sais que c'est compliqué de répondre, mais voilà, qu'on puisse comprendre pourquoi, soudainement, ce mot inclusion peut tout d'un coup faire débat. Coralie Bénèche. Non, c'est une question effectivement qui n'est pas simple parce que en fait on confronte plusieurs choses. Alors après Jeux paralympiques, Jeux olympiques, je crois que on voit aussi que l'idée c'est de mettre tout le monde en valeur et que faire concourir quelqu'un qui est en situation de validité totale, alors je vais le dire comme ça, même si c'est pas les termes qu'il faudrait employer, et quelqu'un qui a une situation de handicap, on voit bien que les faire concourir ensemble. Alors, on pourrait, par exemple, amalgamer les épreuves en même temps, faire les épreuves en même temps, qui pourrait donner aussi un autre signe. Après, faire concourir les athlètes, on ne permettrait pas à certains athlètes de pouvoir être médaillés, parce que c'est ça aussi... Alors, bien sûr, c'était pas les faire concourir en même temps, au même moment, mais c'était sur la même période et en fait organiser des jeux qui n'étaient pas distincts, c'est-à-dire dans la continuité, qui s'appelait juste Jeux olympiques et paralympiques. C'est ce que je disais, voilà, ça serait une forme, mais... ça serait une forme, en tout cas, de dire qu'on joue sur le même tableau. Voilà, on joue tous sur le même tableau et ça pourrait être une évolution. Mais avant d'arriver à ça, je crois qu'il y a d'autres sujets qui vont venir après. Je crois qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir. Florence Perret. Donc, je rebondis effectivement sur ce que disait Madame sur l'inclusion et la représentativité en fait des athlètes. On oublie, moi je suis représentante de l'UNAPI aujourd'hui, il y a quand même des handicaps dits invisibles. 80% des handicaps sont dits invisibles. Donc aussi, par exemple, les personnes avec trisomie 21 sont absolument pas représentées dans les Jeux Olympiques. Ils ont un peu des jeux, je dirais, dédiés qui sont passés l'année dernière en 2023 à Vichy, où aussi les personnes autistes ne sont pas représentées. Sur les Jeux, là, il y avait quand même très peu de personnes avec un handicap intellectuel ou un handicap psychique. Donc, pourquoi pas aussi ne pas dédier ces Jeux-là et peut-être faire une continuité de tous ces Jeux pour que ces athlètes ont une vraie visibilité, parce que vraiment, il y a eu, par exemple, je pense à une jeune femme trisomique qui a été championne du monde, elle a des médailles. Donc, voilà, elle a été rejetée. Et personne ne la connaît, cette jeune femme. Nous, on a, dans notre association, on a des champions olympiques, aussi champions du monde, je dirais. Et en fait, il a plusieurs médailles autour du cou. C'est un travailleur des AT qui est parti travailler en milieu ordinaire. C'est Jérémy. Donc, je le salue. Et voilà, c'est quelqu'un qui est absolument pas connu. C'est un athlète formidable. Donc, c'est dommage, voilà. Et le mot vision, en fait, regard, revient souvent dans votre discours, toutes les deux. Finalement, c'est ce regard que portent les gens. Je ne pense pas que ce soit un regard qui soit négatif, mais tout simplement, c'est un regard de personnes qui ne savent pas réellement, qui ne connaissent pas. C'est une méconnaissance. Alors, comment faire déjà? Bon, ma première question, parce que j'en ai plusieurs, forcément, c'est un sujet qui me touche beaucoup aussi. Une réflexion générale sur le regard que portent les valides, finalement, vis-à-vis de ces personnes en situation de handicap. Je ne sais pas trop, mais moi je pense, j'ai échangé quelques mots avec Monsieur Croison lors du relais de la flamme olympique à Louviers récemment.
Et donc, lui, maintenant, il parle aussi quand même des handicaps invisibles. Donc, lui, il en parle. Donc, je pense que les valides aussi commencent aussi à se soucier un peu plus aussi des personnes qui ont d'autres troubles, qui ont d'autres handicaps. Parce que finalement, moi, j'ai pris le métro ce matin pour venir vous voir. C'est pas du tout accessible, hein, mais enfin, que ce soit... ni pour les familles avec enfants, ni pour les personnes âgées, ni pour les personnes qui voyagent avec des valises, ni pour rien. Ni sur la signalétique, ni sur etc. Donc je pense qu'il y a quand même des choses qui se rejoignent et je pense qu'on a quelque part le même combat. Ma question a été aussi par rapport effectivement au jeu. Il y a la polémique qu'il y a eu sur l'idée de ne plus voir ces personnes, ces athlètes comme des héros absolus parce que justement ils sont en situation de handicap, mais tout simplement comme des grands sportifs. Je crois que là-dessus, il y a un travail à faire parce que en fait, effectivement, c'est de la différence et en même temps, hier, j'ai assisté au para-natation. C'est une grande admiration aussi. Quand on sait le travail que c'est pour quelqu'un qui n'est pas en situation de handicap, quelqu'un qui a tous ses membres, et de voir quelqu'un, par exemple, devoir faire... ça suscite aussi une grande admiration, parce que c'est aussi se dire, mais comment c'est possible, et la force qu'il faut, la force mentale qu'il faut. Et donc, obligatoirement, il y a aussi, il y a un travail à faire. En fait, ils sont comme nous, et en même temps, il y a quelque chose de différent, mais il y a quelque chose de différent qui leur permet aussi de faire plein de choses. Et je crois qu'il y a effectivement un regard qui doit évoluer, mais c'est sûr que quand on discute autour de nous, ça suscite aussi une grande admiration. L'échéance des Jeux justement paralympiques a-t-elle permis d'ouvrir un dialogue sur les infrastructures et sur le manque de moyens aujourd'hui? Alors, sur le manque d'infrastructures, il y a des villes qui sont forcément mieux dotées que d'autres, par exemple pour les piscines, quand on parle de Léo Marchand, pour les dojos, quand on pense à Thédiriner. Donc c'est un choix clairement des maires de la Il y a des maires, il y a aussi quand même de la région. Enfin, je veux dire, c'est un ensemble d'investissements qui sont quand même extrêmement lourds. Mais ce sont des choix politiques systématiques ou pas? Moi, je ne suis pas assez au courant pour dire est-ce que c'est vraiment un choix politique. Je pense que quand même les maires, moi dans ma commune, il y a la reconstruction d'un parc aquatique. C'est un investissement aussi pour la commune, mais sur le long terme, pour un rayonnement aussi départemental. Et puis un choix aussi de politique, effectivement, du sport. Donc c'est un choix politique, mais... quelles sont les priorités aussi de nos élus sur les territoires. Les infrastructures ne sont pas encore tout à fait adaptées, soyons clairs. Nous, par exemple, au niveau de l'éducation physique et sportive ou du sport scolaire, il n'y a aucune possibilité de quoi que ce soit. Je vais le dire comme ça. Nous sommes une discipline où les AES, donc les accompagnants pour les élèves en situation de handicap, ne viennent pas en EPS. Ils sont donc des élèves qui ont dans d'autres disciplines un AESH, n'en ont pas en éducation physique et sportive. Et pourquoi? Tout ça, c'est une question de moyens. En fait, on paye les AESH. Vous savez que même s'il y a eu une embauche d'AESH de manière assez importante, parce que 3 000, effectivement, en favorisant l'inclusion, vous avez obligatoirement besoin de plus de personnel, mais il y en a encore pas assez. On le sait, on le voit tous les jours, et donc on fait des choix sur les disciplines dans lesquelles l'élève va prioritairement, ou c'est aussi une vision de la discipline, va prioritairement avoir besoin d'un AESH. Sauf que nous, en EPS, justement, là aussi où le corps est mis en jeu, on n'a pas d'AESH. Donc vous vous retrouvez dans des classes de 30 ou de 35 en lycée, avec des élèves en situation de handicap, mais sans personnel pour les accompagner. Donc il y a ça, et puis les infrastructures, on ne les a pas. On n'a pas le matériel adapté, on n'a rien en fait. J'aimerais juste rappeler ce qu'est une AESH. Je dis une parce que c'est souvent une femme, une accompagnante des élèves en situation de handicap, effectivement, et qui permet à l'élève de pouvoir avoir une scolarité, dit-on, normale, ce qui ne veut rien dire normal, mais une scolarité classique dans un établissement ordinaire. Parce qu'on joue justement par rapport à l'inclusion sur le ordinaire ou pas, les ULIS, les IME, et on va en parler ensemble si vous le voulez bien. On va parler de l'école justement, parce que l'inclusion, c'est aussi à l'école, bien entendu, que ça se joue. Vous parlez des AESH, on va continuer à en parler
parler juste une petite minute. Ces enfants, effectivement, qui ont besoin d'être accompagnés à l'école, on le sait, je crois qu'il y a 490 000 enfants en situation de handicap aujourd'hui, à peu près 138 000 ou peut-être 139 000 AESH aujourd'hui en France, ce qui veut dire donc qu'il y a un manque cruel, hein, puisque clairement, il n'y a pas assez de personnes pour accompagner ces enfants. Pour autant, il y a eu une embauche, pour autant, il y a une revalorisation qui est faite, pour autant, de l'autre côté, une problématique sur le nombre d'heures faites et les salaires qui sont extrêmement restreints. Comment vous faites au quotidien, puisque vous êtes toutes les deux engagées, comment vous faites au quotidien pour pouvoir faire en sorte, est-ce que c'est le royaume, encore une fois, de la débrouille, où les parents cèdent, les associations, tout le monde s'y met ? C'est extrêmement compliqué, donc je vais essayer de faire court parce que c'est très complexe. Mais pour dire quand même, aujourd'hui, c'est quand même pas normal qu'un parent galère autant pour le parcours d'un enfant en situation de handicap, quel que soit son handicap. Est-ce que c'est normal d'attendre des années pour avoir un diagnostic ? Est-ce que c'est normal d'attendre un an ou plus avoir une notification MDPH ? Ça a été votre cas pour vos enfants ? Alors moi, ça date il y a très longtemps. Oui. Très longtemps. J'ai un enfant qui est pas notifié MDPH, l'aîné qui a une vie assez autonome. Maison des personnes en situation de handicap. Voilà, MDPH. pardon, excusez-moi, il y a beaucoup d'acronymes. Oui. Et le dernier, c'est le parcours du combattant que beaucoup de parents ont connu il y a 20, 25 ans, 30 ans. Donc on n'avait pas de diagnostic, pas d'orientation. Les enfants étaient pas acceptés vraiment en classe parce que tout à fait différent. Et les enseignants qui ont, comme disait madame, toujours des classes, elles sont toujours aussi surchargées qu'il y a 20 ans. Les enseignants sont toujours pas formés ou peu formés, donc forcément, ils se trouvent dans des situations extrêmement complexes et c'est pas, c'est pas vraiment de leur faute, c'est aussi un problème systémique. Donc les parents, oui, ils font comme ils peuvent, ils appellent, et puis nous, je sais pas si c'est le moment de parler des listes d'attente. Madame Belloubet a mentionné 24 000 enfants en liste d'attente. Dans mon association, l'ADAPI 27, j'ai 369 enfants en liste d'attente, alors que j'accompagne, que les professionnels plutôt accompagnent sur 2 dames. Donc c'est des dispositifs d'accompagnement médico-éducatif, les anciens IME avec les services, 251 enfants. C'est-à-dire que j'ai plus d'enfants en liste d'attente que d'enfants accompagnés. Voilà, ça en dit long effectivement sur la situation. Encore trop d'enfants qui n'ont pas fait leur rentrée du tout sans accompagnement nécessaire, vous le dites. 50% de ces enfants, d'après ce que j'ai lu, vous avez confirmé les chiffres ou pas, ont moins de 6 heures de scolarisation par semaine, voire pas du tout. Alors qu'on le sait, l'éducation est un droit. Tout enfant qui va... qui peut aller à l'école ou en tout cas avoir une éducation effectivement à la maison ou en établissement spécialisé. Et pour autant, on le voit, moins de 6 heures de scolarisation par semaine. Comment on est encore là, Coralie Bénèche ? Je crois que le problème, il est global sur l'éducation nationale. En fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement massif pour l'éducation nationale et que... Il y en a eu, mais pas assez. C'est jamais assez, en fait. Alors, je dirais pas... cette année, vous avez des suppressions de postes dans le premier degré, alors que le choix aurait pu être fait au regard... de la baisse démographique. Pour raison de la baisse démographique. Mais le choix aurait pu être fait, comme il y a encore quand même un certain nombre de classes avec des effectifs élevés, et comme on a effectivement, en tout cas, l'ambition et... tant mieux de cette inclusion, de garder ces moyens-là. Or, ce ne sont pas les choix qui sont faits. Et dans le second degré, on vient d'avoir, depuis 2017, on a plus de 8 000 postes, on a quasiment 9 000 postes de supprimés. Est-ce qu'on favorise ou non cette inclusion-là ? C'est l'occasion, pardon, c'est peut-être pas le lieu parce que c'est pas le sujet, nous on parle d'inclusion, mais enfin quand même, un Premier ministre a été nommé hier, Michel Barnier vient d'arriver, on sait ses positions, vous avez vu qu'il a fait de ses priorités, notamment la sécurité et l'immigration, on attendait là-dessus, mais aussi l'école. Est-ce que vous pensez que l'inclusion, justement, va être une de ses priorités ? Moi, très sincèrement, aujourd'hui, j'en sais rien. Le contexte, effectivement, c'est pas forcément le lieu, mais le contexte politique est quand même assez complexe et compliqué. Je vais pas revenir sur un certain nombre de sujets. Nous, ce sont des choix politiques, vous le dites. Ah oui, il y a des vrais choix. On va l'attendre. Il y a des vrais choix politiques. Moi, vous avez axé aussi sur la question des Paralympiques. Pour nous, il y a la question de l'héritage des Jeux et donc des politiques publiques qu'on va faire sur le sport, qu'on va faire pour l'éducation nationale. Ce sont des véritables enjeux aujourd'hui. Et bien évidemment, on attend des choses.
on espère et on attend des choses. Les choix, en tout cas, il y a des choix qui ont été faits ces dernières années qui ne correspondent pas à des ambitions pour l'éducation nationale de manière générale, que ce soit les élèves en situation de handicap et les autres, entre guillemets, dans la normalité. Ces choix-là n'ont pas été faits. Donc oui, on attend véritablement. Il faut savoir que l'éducation nationale et l'école publique, c'est le véritable lieu de lutte contre les inégalités. En tout cas, le possible lieu de lutte contre les inégalités. Florence Perret. Donc c'est vrai que pour l'UNAPI, nous, on se positionne sur le droit aussi. Le droit qui est constitutionnel quand même, pour le droit à la scolarisation des enfants. Donc nous, ce qu'on demande, et c'est beaucoup de choses, mais c'est des choses qui peuvent paraître quand même assez naturelles dans notre société en 2024, par rapport aux droits de l'enfant aussi. Et puis comme le répétait aussi Madame Hédon récemment, enfin je veux dire, c'est une question de droit déjà. Sur ces enfants-là, donc on a besoin quand même de moyens humains, de moyens structurels, de moyens d'organisation, donc pour répondre aux besoins de ces enfants. On parlait tout à l'heure de la formation des enseignants. Voilà, une meilleure coordination avec le médico-social. Il y a pas mal de dispositifs, de services pour se coordonner, pour avoir en fait des ressources sur les professionnels, nous qui sont très bien formés, qui peuvent aider, être en appui des enseignants. Et puis en France aussi, et on n'a pas d'observatoire des besoins. Donc en fait, pour mieux répondre, pour mieux accompagner ces enfants qui ont besoin d'adaptation, on ne sait pas combien ils sont, par exemple, sur les AESH, on ne sait pas. Voilà, j'espère qu'on aura des chiffres un peu plus précis, des données un peu plus précises, mais on navigue un petit peu comme ça, alors qu'on sait que les besoins sont immenses et on ne répond pas aux adaptations pour ces enfants, pour qu'ils soient scolarisés de façon adaptée. Surtout que les besoins dont vous parlez sont très disparates. Et effectivement, les AESH, on imagine que la formation, dont on sait qu'elle est souvent très infime, voire inexistante, parce qu'elles n'ont pas le temps, il y a urgence. Donc en fait, tout de suite dans le flot. Et puis ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Enfin, tout est une complexité réelle. Mais quand on sait la difficulté de pouvoir être formé sur tous les types de handicap, comment ça se passe, l'observatoire dont vous parlez? J'imagine que vous avez porté vos voix. Tout le monde porte cette voix sur le handicap, d'être concerné et de pouvoir être précis sur les besoins essentiels. Comment vous positionnez sur cette question? Alors, sur les AESH, c'est vrai qu'il y a des parents qui se retrouvent aussi sans AESH à la rentrée, qui sont retrouvés sans AESH. Il y a des parents aussi qui peuvent avoir une AESH simplement au mois de décembre. D'autres qui peuvent en avoir 6, 10 dans l'année. Donc vous voyez, sur la stabilité, on dit oui AESH, mais voilà, il faut savoir de quoi on parle. Tout à l'heure, on parlait des heures de scolarisation. Si on a 1 heure par jour, c'est pas de la scolarisation pour moi. Mais 6 heures non plus. Hein. Voilà, plus de 50% de ces enfants ont 6 heures. Exactement. Donc ça, c'est dans plusieurs départements français, donc la Sarthe, sur les listes d'attente aussi dans l'Hérault. Moi, dans mon association, c'est 24% des enfants qui ont entre 0 et 6 heures d'enseignement. Donc moi, j'insiste quand même sur le problème systémique, sur le problème général en fait de l'éducation nationale. Quel pari fait-on sur l'avenir? Quel avenir voulons-nous pour nos enfants, pour nos jeunes? Voilà, je pense que c'est à la base. Enfin, on peut mettre beaucoup de dispositifs, mais en fait, si la loi n'est pas respectée, on n'ira pas très loin. Et puis, moi, je pense vraiment qu'il faudrait peut-être, pour les enseignants, avoir peut-être des personnes ressources, peut-être un peu mieux formées, sur lesquelles ils pourraient s'appuyer dans les écoles, dans les établissements, mais voilà, et un travail un peu mieux coordonné avec le médico-social. Il y a des choses qui évoluent, notamment avec les PASS, les pôles d'appui à la scolarité. C'était une promesse de Gabriel Attal. Je vous vois sourire. On n'a plus qu'une petite minute. Le rôle de ces nouvelles instances qui ont été créées était soi-disant de pouvoir simplifier en fait justement toutes les démarches administratives et le système. J'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. Non, pour nous, c'est pas le cas. En fait, on fusionne un certain nombre de choses pour de la gestion. Soi-disant sous une question de bon sens, encore une fois, on va fusionner plusieurs ressources qui ne répondent pas forcément aux mêmes besoins et pour pouvoir, adapter au mieux, mais pas en fonction des besoins, c'est en fonction des moyens que l'administration veut bien donner. Et donc, encore une fois, on ne va pas répondre on ne va pas absolument répondre au mieux aux besoins des élèves. Vous savez, le fait de regrouper, en général, c'est jamais très bon. Plus on regroupe, moins on répond à des besoins spécifiques.
Et sur cette question-là, encore une fois, vous savez, les AESH, c'est un peu des moyens d'ajustement. Enfin, on ajuste en fonction des écoles. On en met un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Pour les AESH, enfin, la gestion au quotidien est quand même assez difficile. Pour elles, c'est vraiment c'est compliqué. Parents aussi, source de stress. Pour les parents et pour elles, et pour les personnels aussi. Et puis après, juste pour rebondir sur la question de la formation des enseignants, bien évidemment, il y a un besoin, il y a une question de formation des enseignants, mais aujourd'hui, la question centrale aussi, si on veut l'inclusion, c'est moi, alors, dans mon établissement scolaire aujourd'hui, il y a des classes de première et terminale qui sont à 39. Sérieusement, qu'est-ce qu'on veut faire? On aura beau avoir toute la formation. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut pour nos... pas? C'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si en plus on a un élève qui a des besoins particuliers, je vais le dire comme ça, qu'est-ce que l'enseignant peut faire? Et même avec ou sans AESH, quand vous avez ou des classes de collège à 30 ou des classes de lycée à 35 et plus aujourd'hui, en fait, ça ne rime à rien. Donc, les besoins, ils sont réels et il y a besoin de moyens et il y a des politiques. Enfin, voilà, on attend beaucoup. Ouais. Dernier petit mot, juste 15 secondes, il va falloir rendre un dernier petit mot. Alors, c'est vrai que la campagne J'ai pas école, ça fait la 6e année. Moi, j'aimerais bien qu'on n'arrive pas à la 10e année et que le droit soit respecté pour chaque enfant qui est aussi un élève quand il est devant un enseignant. Merci beaucoup d'être venus toutes les deux sur ce plateau. Coralie Bénèche, co-secrétaire générale du SNEP FSU, et Florence Perret, présidente de la DAPI 27, dont vous avez parlé, et puis aussi membre du conseil d'administration de l'UNAPI. Merci d'être venus sur ce plateau. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Sandrine Rabaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Sandrine. Vous êtes directrice technique nationale adjointe qui supervise le développement à la Fédération française handisport. On parle beaucoup évidemment des Jeux olympiques et paralympiques. C'est l'occasion, j'espère qu'on continuera justement à parler à la fois de sport et d'inclusion, bien sûr. J'aimerais qu'on revienne, si vous le voulez bien, sur l'histoire des Jeux paralympiques. J'ai lu pas mal de choses et j'ai compris que ça avait été un long chemin semé d'embûches. Oui, c'est un long cheminement. Ça date de l'après-guerre. Un neurologue allemand qui, sur Londres, à un moment, dans l'accompagnement de blessés de guerre, s'est dit « il faut que je trouve une solution pour que ces personnes se remobilisent ou trouvent goût à la vie ». Et je trouve que dans cette réflexion, on doit en prendre conscience pour aujourd'hui, notamment sur le goût à la vie. Cette personne, elle s'était interrogée sur la notion de santé, pratiquer une activité physique pour sa santé. Donc ça, je pense que chacun d'entre nous, on en a conscience. Mais c'est aussi cette notion de goût à la vie, qu'avoir une activité physique dans un club ou avec d'autres, de la performance ou pas, une pratique de loisir, ça redonne goût à la vie. Donc il s'est questionné. Allez, on est sur 1948, l'après-guerre. Et puis, bien au fil du temps, c'est toute une construction en parallèle des Jeux olympiques, puisque paralympique, le mot para est important. Il a une connotation un peu grecque, on va dire à côté d'eux ou parallèle. Donc en fait, ces Jeux paralympiques sont en parallèle des Jeux olympiques. Oui, ça, c'était une continuité en fait, ça se faisait juste après. Mais j'ai quand même lu aussi, et je ne savais pas, je l'avoue, que la première compétition internationale de sport pour malentendants fut organisée en fait à Paris en 1924, bien avant. Oui, alors on le voit là sur cette semaine des Jeux paralympiques. Aujourd'hui, on a sur ces Jeux essentiellement un public avec un handicap moteur, un peu moteur, sensoriel, tout ce qui est toutes les personnes qui sont déficientes visuelles, mais aussi un peu de personnes avec du handicap mental, mais très peu. Aujourd'hui, les Jeux paralympiques sont très, très identifiés sur le handicap physique. À côté, il y a une autre manifestation qui s'appelle les Deaflympiques, qui sont, eux, ciblés sur le public avec une déficience auditive ou une surdité complète. Et cette communauté, elle existe depuis bien plus longtemps. Elle s'est organisée depuis bien plus longtemps.
Et les Jeux paralympiques s'appuient aussi sur cette communauté, cette organisation. Et c'est important de le distinguer parce qu'en fait, le handisport, et peut-être qu'on va définir d'ailleurs ce qu'est le handisport ensemble, si vous le voulez bien, mais regroupe plusieurs catégories finalement de handicap, comme vous l'avez dit. Et souvent, on oublie en fait la difficulté justement de pouvoir s'adapter à tous ces différents sports, à la fois pour toutes les personnes qui travaillent autour de ces sports et ces structures, mais aussi pour l'organisation de ces Jeux. Alors, handisport, c'est un terme qui est un peu entré dans du langage commun, mais au-delà de ça, ça reste une fédération. Nous sommes la Fédération française handisport, comme la Fédération française de football ou de basketball. Et aujourd'hui, on parle des Jeux paralympiques, puisque sur les Jeux paralympiques, vous avez plusieurs fédérations qui vont intervenir et qui vont accompagner les athlètes. La Fédération française handisport, sa particularité, c'est que c'est une fédération multisport. Aujourd'hui, sur les 22 disciplines qui participent, qui sont présentes aux Jeux paralympiques, 11 sont accompagnés par la Fédération handisport. Notre richesse, c'est que l'on propose à tout profil, l'école multisport, les seniors, les personnes qui veulent faire du sport santé, on propose des pratiques multisports dans un premier temps, chacun s'essaie, au cécifoot, au goalball, au basket, ou quoi que ce soit, pour après un peu déterminer ce qu'il a envie de faire. Et c'est ça, moi, je pense, tout l'intérêt de l'étape post-Jeux paralympiques, c'est de se dire, venez d'abord tester l'activité physique, venez d'abord dans un club qui a un regard spécifique sur le public, on va dire, en situation de handicap. Et après, vous pourrez pas vous anticiper, mais vous pourrez vous affirmer, vous pourrez vous faire plaisir dans une pratique compétitive. Oui, parce qu'on a l'habitude souvent de reparler, bien sûr, et souvent sur ce plateau, sur School TV, de l'importance de l'inclusion, effectivement, à l'école. Mais finalement, cette inclusion, elle se fait aussi, et d'ailleurs par le biais des mêmes lois de 2004 et autres. C'est-à-dire que c'est la possibilité pour toute personne de pouvoir pratiquer le sport. Alors aujourd'hui, il y a un ministère des Sports en France. On a une politique publique sportive en France qui est assez spécifique à notre territoire. Et vous voyez, moi, je suis un cadre de la fonction publique mis à disposition d'une fédération. C'est quand même une grosse spécificité française. Et notre accompagnement sur les publics en situation de handicap est aussi une spécificité française par rapport à une politique publique. Donc oui, il y a un engagement, oui, il y a une volonté, et oui, il y a un service après dans les territoires. L'inclusion, elle peut non pas s'interroger, mais elle doit se prendre aussi avec deux regards. Il faut faire de l'inclusion parce que tout le monde doit pratiquer ensemble, mais il y a aussi une volonté à un moment de personnes de pratiquer un peu entre elles. Et quand on est une équipe de parabasket ou une équipe de goalball ou de cécifoot, eh bien, à un moment, on a aussi des personnes qui ont des problématiques qui sont communes. Et on parle beaucoup d'inclusion, mais je pense qu'il faut aussi considérer que quelquefois, il faut un peu de pratique entre soi. Et donc, la Fédération handisport, on essaye de trouver le bon curseur à placer entre ces deux versants. Au départ, pour reparler de l'histoire des Jeux olympiques et paralympiques, mais surtout paralympiques, c'était une activité de loisir, c'est pas la compétition, ce que vous disiez, c'est que c'était de remettre le sport finalement dans le quotidien des personnes d'après-guerre qui avaient été heurtées, blessées ou autres. D'une manière ou d'une autre, s'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de challenge et quelquefois il n'y a pas de progrès. Donc, dans l'esprit de 1948 et de ce neurologue allemand, c'était quand même de se dire j'ai en face de moi des militaires, j'ai en face de moi des personnes qui aiment le challenge et qui ont besoin de se rebooster, de se surpasser. Donc, je mets de la compétition. Aujourd'hui, si on fait le parallèle, c'est de se dire que les personnes qui voient les Jeux paralympiques se disent, les personnes en situation de handicap ou non, se disent je peux peut-être y arriver, mine de rien, parce que les parcours qu'on voit, la jeune fille qu'on a vue là, qui a 15 ans, qui pratique le 100 mètres en para-athlétisme, elle a que 15 ans, donc on peut quand même penser qu'elle a vu les Jeux de Londres. Les Jeux de Londres, ça a vraiment été le moment où les Jeux paralympiques ont été le plus mis en avant ces dernières années. Donc cette jeune fille, elle a peut-être vu les Jeux de Londres, elle s'est dit, c'est pour moi, j'y vais. Après, elle perfe ou elle perfe pas, c'est pas le problème. C'est de se donner envie et de se dire que c'est accessible. Et je crois que c'est ce sur quoi on doit travailler par rapport à ces Jeux paralympiques de Paris. Et que ce soit mis au même niveau, effectivement, que les Jeux olympiques, vu de la même manière. Et pour autant, certains disent, mais si on veut l'inclusion totale, pourquoi faire deux compétitions distinctes ? Eh bien, je crois que c'est deux compétitions distinctes pour aussi montrer qu'on a affaire à des
à des sportifs de haut niveau, à des performeurs de chaque côté, mais que l'un n'absorbe pas l'autre ou que l'un n'écrase pas l'autre. En fin de compte, aujourd'hui, on a vraiment un focus sur les personnes en situation de handicap qui sont sportifs de haut niveau et qui font vraiment de sacrées performances. Et imaginons que, en même temps que les Jeux olympiques, on ait eu dans le bassin de natation un Léo Marchand et puis cet athlète brésilien qui a participé en étant amputé des 4 membres. Il y aurait peut-être eu une confusion de pensée, une confusion en se disant mais qu'est-ce que c'est que... Où est-ce qu'on a du sport? Où est-ce qu'on a de la performance? Qui est le plus sportif des deux? La comparaison n'est pas bonne. En scindant un petit peu dans le temps, on se dit, eh bien, ces 2 temps en parallèle, un peu comme après on a les défs olympiques pour les personnes en déficience auditive, eh bien, on scinde et là, on est dans le parallèle mais pas dans la comparaison. Je pense que ça, c'est important. Et toujours l'idée de parler de performance. Le sport, c'est aussi, et vous l'aviez dit en début d'échange, très important pour retrouver son corps, parler de sa santé, pratiquer tout simplement au quotidien. Mais c'est aussi une façon aussi de retrouver l'amour de soi et la confiance peut-être au quotidien. Alors, dans notre jargon, on insiste sur la notion. Il y a le sport et il y a l'activité physique. L'activité physique, ça vous redonne un bien-être, ça vous redonne confiance en vous, ça vous remet en situation de santé. Le sport vous permet de faire des performances, quelquefois vous surpasser et quelquefois atteindre des objectifs de saut en longueur, de saut en hauteur, de résultats. Et ça, eh bien, ça a aussi un élément de confiance. Alors, de la confiance, on en acquiert, peu importe l'exercice, mais chacun va aller chercher la confiance à son degré personnel. Vous, moi j'ai besoin de faire la compète parce que ça me stimule. Et peut-être qu'une autre personne à côté a juste besoin de faire un exercice et d'être accompli dans cet exercice pour être en confiance. En bout de course, on arrive tous par la performance, de loisir ou de compétition, à se sentir capable d'eux. Être capable d'eux, je pense que c'est la priorité dans l'objectif de l'activité physique ou du sport. Dernier petit mot rapide, la place des femmes dans le handisport? Elle est sensiblement la même que la place des femmes dans le champ du sport. Je dirais pas suffisamment présente. C'est pas qu'il faut être trop gourmand, c'est que il faut se donner le temps aussi. Il faut proposer des dispositifs, il faut accompagner. Aujourd'hui, les jeunes filles sont de plus en plus présentes dans le champ du sport et du parasport. Pas suffisamment. Chacun se mobilise pour accompagner. Il y a des dispositifs financiers qui permettent tant aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons d'être accompagnés pour payer leurs cotisations, leurs licences. On voit que sur les résultats des Jeux, eh bien, quand on voit la jeune fille qui est championne olympique en boccia, eh bien, ça va donner un élan. Ça va donner un élan aux jeunes filles. Il y a encore du travail. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, Sandrine Rabault. Je rappelle que vous êtes directrice technique nationale adjointe qui vous supervisez le développement à la Fédération française handisport. Merci 1000 fois. Merci à vous. Merci. On va continuer cette émission avec la chronique d'Emma Ferret. On va retrouver tout de suite. Emma, aujourd'hui, votre coup de projecteur concerne la sortie d'un film, It Ends With Us, traduit en français par Jamais Plus. Et oui, difficile d'avoir loupé la promo de Jamais Plus avec Blake Lively, même si, comme moi, vous avez quand même beaucoup déconnecté pendant l'été. Alors, c'est sorti le 14 août en grande pompe avec une campagne promotionnelle. Jamais Plus, c'est l'adaptation au cinéma du best-seller de Colleen Hoover, It Ends With Us. Colleen Hoover, qui est l'une des reines de la New Romance et dont le succès n'est plus à démentir depuis 2016 et la sortie du livre. C'est une histoire d'amour? Alors oui, mais pas seulement. Je vous lis le résumé du livre. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance facile, entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Alors vous me direz, jusqu'ici, oui, c'est une histoire d'amour. Mais la romance n'est pas franchement le plus frappant dans cette œuvre, c'est pas le sujet de fond. On va d'ailleurs jeter un œil à la bande-annonce pour mieux comprendre. Hé Lily,
À toi l'honneur? Non, vas-y, toi, je te laisse faire. Exactement ce que je voulais entendre. Oh, c'est génial! Oh! C'est mon frère Riley. Le premier client de la boutique? Il faut acheter un bouquet pour être considéré comme un client. Pour l'instant, t'es juste un squatter. On a tous notre idée du grand amour. Je veux te revoir. Là, tu me vois. T'as très bien compris. Cette alchimie qu'on ressent au tout premier baiser. Qu'est-ce qui se passe? Mais parfois, il suffit de 15 secondes pour que tout bascule. Je te demande pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, t'as trébuché. Tu l'aimes encore? Je t'aime, toi. C'est pas ce que je t'ai demandé. Si un jour tu avais une fille, tu lui dirais quoi? Si elle venait te voir et te disait que la personne qu'elle aime lui faisait du mal, tu lui dirais quoi, toi? T'y es pour rien dans tout ça. C'est un choix difficile. Mais soit on brise le cycle de la violence, soit c'est lui qui nous brise. 15 secondes, tout bascule, effectivement. Il s'agit ici clairement de violence conjugale, Emma. Et justement, c'est bien le cœur de la polémique, en fait. Si le message fort de ce livre et donc de ce film, c'est l'horreur et la complexité de ce que vivent les victimes de violences conjugales, le problème, c'est que la promo du film, elle n'en a guère laissé cette image, en fait. Il a beaucoup été question des tenues de l'actrice principale, Blake Lively, un merchandising autour des fleurs, puisque la protagoniste, donc Lily, elle est fleuriste. Tout cet univers très girly et ultra romantique, alors que le film est censé parler de violence. Un décalage qui n'a pas plu aux internautes et aux critiques. Par exemple, celle-ci. Blake Lively est splendide. Pour autant, est-ce qu'un film traitant des violences conjugales devrait ressembler à un défilé haute couture? Je ne pense pas. Idem sur TikTok, où les avis divergent. On reproche aux 3/4 du casting de ne pas promouvoir ce film comme un produit de sensibilisation aux violences conjugales, mais comme un quelconque film dont on vanterait les prouesses scénaristiques, le choix des musiques, des vêtements, etc. Je trouve que cette polémique met le doigt sur ce qui est pour moi le problème principal de ce livre. Je sais que beaucoup de lecteurs et de lectrices ne sont pas d'accord avec moi, donc je demande à ce que le débat se passe dans le respect. J'ai reproché à ce livre de ne pas avoir suffisamment bien traité les violences conjugales, d'avoir parfois romantisé et normalisé le comportement de Riley, d'avoir parfois fait passer la romance au premier plan, alors que ce livre n'a normalement rien à voir avec une romance. Et le réalisateur et acteur principal, d'ailleurs, s'en est défendu lui-même. Oui, il a préféré ne pas intervenir en fait dans la promo afin de laisser Blake Lively elle-même parler du film. C'était une façon pour lui de redonner la parole à ces femmes qui sont trop souvent oubliées et peu écoutées. Alors c'est louable, mais ça n'a pas toujours été bien compris par les critiques et le public, accusant l'équipe du film de passer à côté du sujet. On en parle notamment parce que le livre de Colleen Hoover a été très lu par les adolescentes. C'est une des caractéristiques de la New Romance. On en avait d'ailleurs parlé il y a quelques mois sur ce plateau. Et en fait, les valeurs de l'histoire relatées dans ce type de littérature, elles peuvent avoir une énorme influence sur les lectrices. Et c'est aussi un peu pour ça que le traitement de ce film a pu faire polémique. Pour rappel, la New Romance, c'est plus de 6 millions de livres vendus en 2023 et ça représente même 7% du marché du livre. Oui, certains ou certaines ont bien forcément apprécié l'adaptation du film. Il y a des fans aussi nombreux que des détracteurs, évidemment. Donc je suis allée voir les commentaires sur Allociné. Et il faut croire que ça a quand même parlé aux mamans. Je vous lis le retour d'une parmi tant d'autres. Ayant 2 filles à la maison, je pense que ça peut être un film à leur montrer plus tard, car les scènes ne sont pas violentes, horribles, comme on peut en voir dans la plupart des films traitant de ce sujet. Cela montre qu'il faut partir dès les premiers coups, dès que la situation ne semble pas normale. Je trouve que le film est soft et juste. La leçon de morale qu'elle fait à la fin à son mari est juste parfaite. Alors on peut peut-être se dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de traiter un sujet aussi grave que les violences conjugales et qu'on peut aussi y trouver son compte ou s'en servir pour amorcer une discussion avec les enfants, tout en leur rappelant surtout que la violence n'est jamais de l'amour. En fait, la polémique vient surtout du regard qu'ont porté effectivement les spectateurs et spectatrices. Tout est interprétation. C'est ça, tout est affaire d'interprétation. Merci beaucoup Emma. Tout de suite, on va retrouver le Zap. D'autant qu'ils arrivent chez vous avec cette idée qu'ils sont, alors je vais mettre évidemment tous les guillemets de la terre, mais c'est en lisant des témoignages de personnes engagées dans ces parcours, qui sont entre guillemets pas comme les autres, on n'y arrive pas.
Tout à fait. La fertilité, ça fait partie des choses dont on considère qu'ils sont normales dans la vie. Et c'est vrai qu'on ne s'est jamais interrogé sur le fait qu'on pourrait avoir des difficultés à concevoir. C'est pour ça que l'information, l'éducation dès le plus jeune âge est très important. Mais quand le couple arrive en consultation, on va leur dire, voilà, vous êtes infertile. Et parfois, ça tombe comme un diagnostic, comme un coup près, dont on n'avait même pas conscience, parce qu'effectivement, c'est une définition. Être infertile, c'est d'avoir essayé pendant 1 an de faire un bébé et de ne pas avoir réussi. Ça ne présage pas qu'il y ait des examens anormaux ou pas, et si on va y arriver ou pas. Anormaux d'ailleurs, pardon, des examens anormaux. Mais effectivement, ce diagnostic d'infertilité est souvent pris comme une blessure profonde, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, et que ce soit une raison masculine ou une raison féminine, ou qu'on n'ait même pas retrouvé de cause d'ailleurs. Ce qui amène à la question suivante, est-ce qu'il faut en parler autour de soi justement pour se faire aider? Alors soit des professionnels, je pense évidemment à tous la catégorie des psys, qu'ils soient collègues, psychiatres ou canalistes, ou également à son entourage. Comment on fait? Qu'est-ce que vous conseillez, ou est-ce que ça dépend vraiment de chaque personne? Alors je crois que c'est une question qui est vraiment très bien et très touchy du point de vue de la réponse, parce que justement ça dépend de l'environnement de chacun. Il faut être très vigilant parce qu'effectivement, on est dans une pression de l'entourage. Et l'entourage peut être aidant, mais il peut être aussi très stressant et rajouter vraiment une pression en fait au couple. Donc, alors où est-ce que vous en êtes? Voilà. Alors, comment ça se passe? Alors l'idéal, c'est effectivement en premier lieu d'en discuter avec un professionnel et après avec des gens qui sont très proches, des gens pour lesquels on sera en capacité de dire non, arrête, j'ai pas besoin. J'ai pas envie d'en parler en ce moment. Exactement. Ou j'ai besoin que tu m'écoutes seulement, j'ai pas besoin de conseils. C'est ça qui est terrible en fait, plus terrible dans l'entourage. C'est tous les bons conseils qui peuvent être donnés. Xavier Niel, vous l'avez dit, Alexandre, très bien, il est connu pour avoir révolutionné d'abord les télécoms avec Free. En quoi son expertise aujourd'hui pourrait être utile à TikTok, notamment en France ? En France, effectivement, alors, TikTok est au cœur de toutes les attentions. On en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est l'ennemi public, c'est un des ennemis publics numéro 1 aux États-Unis, mais il y a également eu la commission d'enquête qui a été menée par Claude Malhuret, le sénateur qui s'y connaît en technologie et qui était extrêmement sévère sur les liens, notamment. Je me rappelle, lorsqu'on l'avait rencontré, il nous avait dit. On a parlé avec des gens des services en France et il y a des liens entre TikTok et le renseignement chinois. Donc, ce sont des accusations très, très dures qui viennent des autorités françaises. Donc, TikTok n'est pas du tout à l'abri. Alors, peut-être pas d'une interdiction comme ça a été évoqué aux États-Unis, mais on voit à la fois en France et en Europe avec certaines fonctionnalités de TikTok qui ont été retardées ou interdites par le DSA, que TikTok est quand même sous le feu de toutes les critiques. Donc, les réseaux de Xavier Niel, en même temps que son expertise technologique, peuvent être extrêmement précieuses pour le Chinois, qui a beau jeu de dire on nous accuse d'être des espions parce qu'on est des Chinois, mais les Américains font sans doute peut-être. Comment l'humain, justement, est exposé à tous ces pesticides et pourquoi les enfants semblent y être encore plus sensibles, y être plus exposés? Alors, les enfants, ils sont, ça va être plus exposés parce qu'ils vont manger plus de certains fruits et légumes par kilo de poids de corps, en se rapportant à leur kilo de poids de corps. Et d'ailleurs, dans les modèles officiels de consommation qui sont employés par les agences, notamment européennes, on s'aperçoit que c'est pris en compte et il y a une surconsommation de certains aliments qui peuvent être contaminés par des résidus de pesticides. Ils sont aussi plus exposés parce que les plus jeunes d'entre eux se déplacent à 4 pattes, par exemple, portent les mains à la bouche plus fréquemment. Et puis, les modèles d'exposition de la population, en fait, sous-estiment l'exposition des enfants. On juge, par exemple, qu'un enfant de 14 ans pèse 60 kg. Or, il pèse bien souvent beaucoup moins que 60 kg. Donc, quand on fait le calcul de son exposition rapportée à 1 kg de poids de corps, en fait, les calculs officiels sous-estiment son exposition. Et c'est la même chose pour les enfants de moins de 3 ans. On estime que de 1 à 3 ans, les enfants pèsent 10 kg, souvent ils en pèsent beaucoup moins. Donc en fait, les calculs d'exposition par kilo de poids de corps sous-estiment l'exposition réelle. Donc ça, c'est un vrai souci, d'autant plus que les enfants sont plus sensibles à certains pesticides que des adultes d'un certain âge, comme moi par exemple, parce qu'ils sont des organismes en plein développement. Et les pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens, enfin ceux qui le sont, un perturbateur endocrinien, c'est des substances chimiques qui vont perturber le système hormonal, auront un effet bien plus important, alors soit sur le fœtus directement dans le ventre de la maman, soit chez les jeunes enfants. Les principaux problèmes qui poussent à se tourner vers la PMA, quels sont-ils? Parce que vous dites qu'il y a toute cette phase de diagnostic, donc est-ce que... Tout à fait. Quelles sont les constantes? Alors, chez la femme, la plus grande cause, c'est un trouble de l'ovulation. Donc ça va se remarquer très facilement parce qu'il y a des cycles qui sont irréguliers.
La deuxième cause, c'est une obstruction des trompes. Les trompes, c'est le tuyau qui est entre l'utérus et les ovaires pour transporter les spermatozoïdes. Pour que ça passe. Exactement, pour que ça passe. Donc il faut que les trompes, il y en ait au moins une qui fonctionne pour qu'il puisse y avoir une grossesse. Et puis après, on parle beaucoup de l'endométriose également qui va atteindre différentes choses. Ouais. Dont on parle beaucoup, on avait d'ailleurs fait plusieurs émissions sur le sujet l'année dernière dans la quotidienne. Les chiffres augmentent ou le diagnostic augmente? La prévalence de la maladie augmente ou c'est simplement le fait qu'on en parle beaucoup plus? On en parle beaucoup plus. Ouais. On n'a pas d'idée aujourd'hui si la prévalence de la maladie augmente en réalité ou pas, mais c'est vrai que les diagnostics, voilà. Alors, tout le travail est fait pour porter le diagnostic de plus en plus tôt, parce qu'il y avait un retard de plus de 10 ans au diagnostic pour les femmes. Avec des errances diagnostiques exactement, des génératrices de beaucoup de souffrance. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des limites d'âge pour rentrer dans un parcours d'assistance à la procréation médicale? Oui, tout à fait. Alors la limite d'âge est quand même assez large. Donc on recommande bien sûr de rentrer dans le parcours bien avant, puisque les chances de conception en AMP, elles vont dépendre de l'âge énormément. Donc pour tout ce qui est fécondation in vitro, transfert d'embryon, utilisation de ses propres ovocytes, c'est jusqu'au premier jour des 43 ans la date limite, le coup pré-tombe avec le décret qui est issu de la nouvelle loi de 2021 pour les femmes. Et on peut aller jusqu'à 45 ans si on avait conservé ses ovocytes avant, ou qu'on avait des embryons qui étaient produits. Et pour l'homme, c'est 60 ans. Pavel Durov, qui, vous le savez, a été interpellé à son arrivée à l'aéroport du Bourget le samedi 24 août dernier dans le cadre d'une vaste enquête impliquant plusieurs services de police et de gendarmerie aussi. Il est suspecté notamment d'avoir laissé prospérer sur Telegram des contenus pédopornographiques et des opérations du crime organisé, d'avoir aussi et surtout refusé de collaborer avec les autorités judiciaires françaises. Guillaume, qui est donc peut-être, rapide présentation là aussi, ce Pavel Durov dont on parle beaucoup mais dont on n'a pas beaucoup d'informations non plus. Oui, rapidement, c'est un entrepreneur donc, qui est né il y a 39 ans à Saint-Pétersbourg, qui s'appelait à l'époque Leningrad. C'est quelqu'un qui est assez doué, qui peut s'appuyer sur la compétence technique de son frère Nikolai, qui est un as des mathématiques. Tous les deux, avec d'autres, ont créé V-Contactieux, donc un peu un Facebook russe, qui a eu des petits démêlés avec Moscou, le Kremlin, parce qu'il résistait pour donner certaines informations, des informations qui concernaient entre autres Alexei Navalny. Et puis, rapidement, il a revendu, c'est ce qui lui a donné toute sa fortune, autour de 300 millions de dollars. Et depuis, eh bien, il a assuré qu'il ne se déplaçait plus trop en Russie. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, parce que ses rapports avec la Russie, depuis la création de Telegram, donc cette messagerie qui se présente comme sécurisée, sont assez complexes. De même que ses rapports avec la France. Il a obtenu la nationalité française il y a 3 ans, parce qu'il a de bons rapports avec Emmanuel Macron ou d'autres entrepreneurs comme Xavier Niel. On reviendra peut-être là-dessus. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement secret, qui se présente en privé comme un libertarien, c'est-à-dire très méfiant vis-à-vis des États. Il explique permettre, et c'est ce qui justifie peut-être, en tout cas dans sa vision, le fait de résister aux autorités du monde entier à donner des informations. Il explique que les États ne doivent pas trop intervenir dans notre vie privée. En fait, ça ravive le débat entre la liberté d'expression et la sécurité, tout simplement. Il existe encore en France beaucoup de lieux de vie comme des écoles trop proches de zones de traitement. Oui, les écoles peuvent se situer dans des zones où on utilise des pesticides. Voilà, il y a des règles qui font que normalement on ne doit pas pouvoir utiliser ces produits en présence des enfants, mais vous savez, l'exposition, elle ne se limite pas au moment où on pulvérise, puisque même si on a pulvérisé, par exemple, tôt le matin avant l'ouverture de l'école, vous avez encore une réévaporation des produits qui peut aller exposer la population, et là, c'est à côté d'une école, des écoliers, même à quelques dizaines de mètres du champ. Donc, dans ces zones-là, il faut traiter toutes les zones habitées comme des zones où vivent des enfants, puisque dans une école, bien sûr, il y a des enfants par définition, mais dans un foyer, dans une maison d'habitation, il peut y avoir des enfants aussi. Donc, en fait, il faut essayer de généraliser les mesures et pas les cantonner aux seules zones accueillant des enfants pendant la journée. C'était le meilleur de School TV. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition aujourd'hui. À la réalisation, Théo Boscar, le son Saïd Mamoul, maquillage Laure Audemont, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous et on se retrouve lundi. Ciao.